Bien, bonsoir pour ce dernier conseil municipal de l'année 2025. Le secrétaire de séance sera M. Arnaud Coulet. J'ai un certain nombre d'absents à excuser. M. Tremblay qui a donné pouvoir à Mme Girard, M. Pinault qui a donné pouvoir à M. Lancelet, Mme Cornardo qui sera en retard et a donné pouvoir à Mme Duboué, Mme Axas qui a donné pouvoir à M. Lamy car elle devra nous quitter avant la fin de la séance, Mme Teramato qui a donné pouvoir à M. Fourré, M. Giacometti qui a donné pouvoir à M. Grasset et Mme Piquet qui a donné pouvoir à Mme Moncet. Avant de commencer d'ouvrir ce conseil municipal, je mets à l'approbation le procès-verbal du conseil du 16 octobre 2025. Est-ce qu'il y a des remarques, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Il est donc adopté à l'unanimité. Avant de donner la parole à M. Coulet, je me dois de vous faire une réponse puisque vous m'avez adressé un courrier en recommandé me demandant de retirer de l'ordre du jour la délibération concernant l'avis sur la ZAD proposée par la métropole. Je n'ai pas retiré de l'ordre du conseil du jour de ce conseil pour un certain nombre de raisons que je vais vous expliquer désormais. D'abord, cette délibération rentre dans le cadre métropolitain d'un plan d'aménagement autour des gares de RER de la métropole et il nous est demandé dans les conseils municipaux de donner notre avis avant le 31 décembre 2025 pour que la métropole puisse voter la délibération au conseil métropolitain de janvier. Ensuite, parce que dans l'ordre des choses, vous avez effectivement eu en commission urbanisme, si je ne me trompe, le 18 novembre, la présentation de cette délibération et des documents y afférents. Et vous avez donc eu à ce moment-là la possibilité, je pense, de poser au moins les premières questions que vous aviez à poser. Puis vous avez eu l'ensemble des documents qui vous ont été envoyés le 5 décembre, donc tout à fait dans un délai normal par rapport au conseil municipal qui vous permet à nouveau d'avoir l'échange que nous aurons, je suppose, tout à l'heure, et donc qui respecte le règlement intérieur de notre conseil. Ensuite, et nous allons venir au cours de la discussion, cet avis qui est donné est un avis qui mérite vigilance et attention, j'en conviens bien volontiers, mais qui n'a pas d'enjeux fondamentaux sur la vie de la cité. Voilà, donc, non, mais on aura l'occasion d'en discuter. Donc j'avoue que je n'ai pas vraiment bien compris pourquoi vous souhaitiez absolument la faire retirer, en disant qu'en plus vous n'aviez pas eu les documents dans les délais nécessaires. Vous les avez eus. Juste pour finir, le règlement intérieur ne concerne que le conseil municipal. Pour les commissions, les documents peuvent être remis sur table puisque c'est un lieu d'échange et de discussion. Donc voilà. Donc à ce titre-là, et d'autant plus que vous avez demandé à ce qu'elle soit dégroupée, ce qui est le cas, il n'y avait aucune raison de la retirer. Nous avons aussi des impératifs métropolitains. Bien. Je donne la parole à M. Coulet, qui va donc prendre le secrétariat, sachant que nous avons ce soir 26 délibérations regroupées, une délibération dégroupée et une information concernant le rapport d'activité de Bordeaux Métropole 2024. Point numéro 1, vote pour la commission localisation des transferts de charges. Rapporteur, M. Lancelet. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, on va commencer le conseil municipal par quelque chose qui revient tout le temps à cette époque de l'année, c'est
à savoir donc, les conséquences de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Donc il y aura donc 3 délibérations qui sont liées à cette commission locale. Une première délibération qui dit quelle sera exactement la contribution de la ville pour l'année 2025. Donc le conseil municipal devra autoriser l'imputation d'une part de l'attribution de compensation en section d'investissement et d'arrêter pour 2026 le montant de l'attribution de compensation d'investissement avec la Bordeaux Métropole à 125 910 € et le montant de l'attribution de compensation de fonctionnement avec la Bordeaux Métropole à 38 197. Et d'autoriser bien sûr monsieur le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l'application de la présente délibération. Ensuite, nous aurons, je passe directement à la deuxième délibération, parce que encore une fois, les 3 premières délibérations sont liées. La deuxième délibération, c'est on est tenu donc de faire un avenant, puisque notre relation avec le Bordeaux Métropole se fait à travers ce qu'on appelle les révisions de niveau de service. Et donc, on doit faire un avenant à c'est l'avenant numéro 11, à la révision du niveau de service, puisque, effectivement, entre 2024 et 2025, on a eu donc, on a modifié nos demandes à Bordeaux Métropole, surtout, on l'avait précisé donc, en commission ressources, surtout pour ce qui concerne l'équipement informatique et plus exactement le logiciel. Donc, il convient donc de procéder par avenant à la révision du niveau de service entre la commune et Bordeaux Métropole pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 d'un montant total de 7 974 € répartis en une allocation de fonctionnement pour 5 459 € et en ACI pour 2 515 €. Ensuite, on a une troisième délibération qui vient corriger, parce que le terme n'est pas forcément tout à fait exact, mais qui vient corriger le décalage qu'il y a entre la période sur laquelle on regarde le niveau de service et la période sur laquelle porte l'avenant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où on modifie l'avenant sur le niveau de service et la situation réelle, il y a un petit décalage et on doit compenser donc, ce décalage puisqu'effectivement on a utilisé les services du Bordeaux Métropole. Donc il convient de procéder au remboursement des moyens mobilisés par Bordeaux Métropole entre la date de mise en œuvre du niveau de service révisé et l'intégration dans la distribution de compensation. Et donc ça se traduit pour nous pour 22 834 € pour une en charge de fonctionnement mobilisé par la ville au profit de Bordeaux Métropole. Et donc la ville devra verser à Bordeaux Métropole. Non, c'est ça. Donc ça se traduit par 22 834 € correspondant au charge de fonctionnement mobilisé par la ville au profit de Bordeaux Métropole. Et en ce qui concerne les ACI, de 70 € correspondant au coût des immobilisations mobilisées entre la date de mise en œuvre du nouveau service révisé le 31 août 2025 pour rata temporaire. Donc le conseil municipal devra autoriser M. le maire à signer la convention de remboursement du RNS 2025. Point numéro 4, le CODEF numéro 6, avenant numéro 2, présenté en commission finances et ressources du 26 novembre. Présenté par M. Donc effectivement, le CODEF 6, donc, comme vous savez, prolongé en 2027, pour autant, donc, périodiquement, la métropole fait donc, des points sur le CODEF 6 et il nous a proposé donc, de faire un avenant numéro 2 qui porte sur un certain nombre de choses. Le point essentiel quand même à retenir, je vais parler de ce qui a bougé dans le contrat, mais ce qui est à retenir, c'est surtout que les montants totaux, c'est la synthèse financière, les montants totaux ne modifient pas l'ampleur globale du contrat de développement 2024-2027. Seules les répartitions internes par action sont actualisées
conformément aux fiches transmises par Bordeaux Métropole. Donc, de quoi il s'agit? Deux créations de fiches actions qui correspondent à des plans qui sont mis en place par Bordeaux Métropole et qui s'appliquent sur l'ensemble des communes, le plan de résilience et le règlement de prévention des déchets. La modification de fiches existantes, notamment l'aménagement de la rue Racine. Vous savez que la rue Racine sera aménagée pour faire passer le rêve. Là, il s'agit, on ne met pas en cause une explication d'action, il s'agit juste d'un ajustement financier, puisque pendant la durée du contrat, le montant des travaux est évalué maintenant à 500 000 euros. L'étude à 1 million d'heures sur les sites d'activation, donc ça c'est une réorientation de la politique donc, de Bordeaux Métropole. L'Alliance 7, alors on n'est pas concerné directement par les modifications qui interviennent sur le tracé de l'Alliance 7, mais dans la mesure où elle passe sur la commune, c'est inscrit dans le cadre de notre CODEP. Et enfin, la suppression de la fiche concernant le pôle d'échange multimodal Clermont-Blanc-Sainte-Eulalie, non pas, donc, bien sûr, qu'on se désengage de cette gare, et que Bordeaux Métropole se désengage de cette gare, puisqu'elle est tout à fait importante pour le territoire, mais c'est uniquement puisque les crédits qui étaient prévus donc, pour son financement n'ont pas été utilisés. Voilà ce que l'on peut dire sur l'avenant au CODES. Point numéro 5, rapport annuel de la fabrique. Présenté en commission finance et ressources du 27 novembre. Donc là, sur ce point, donc, ça a effectivement été présenté en commission finance ressources et suivi du contrat de développement. Donc ce point, donc, vous savez, la FAB, maintenant vous connaissez, c'est une société donc, publique locale dans laquelle effectivement l'ensemble des communes sont représentées et de ce fait, de ce statut, le rapport de la FAB doit être présenté dans les conseils municipaux. Et on doit se prononcer sur ce rapport dans tous les conseils municipaux, dans les 28 communes de la métropole. Donc, de quoi ce rapport, bon, je vous invite, il est public, hein, c'est un rapport pour lequel chacun peut le consulter. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient à la fois des éléments sur le suivi des missions qui est confié par Bordeaux Métropole à la FAB et également sur la situation financière. Donc les éléments que l'on peut en tirer, c'est qu'il n'y a rien dans ce rapport qui nécessite qu'il y ait une alerte particulière. À noter quand même que la Chambre régionale des comptes a fait un contrôle portant sur la période 2018-2023 et que ce rapport n'a pas conduit à des recommandations de la Cour de la Chambre régionale des comptes, mais seulement un certain nombre d'observations qui ont été traitées dans le rapport. Enfin, juste pour faire un peu de localisme, vous savez que la FAB intervenait jusqu'alors à travers un projet qui enfin voit le jour, qui est un projet donc, tout à fait utile pour la commune, à savoir donc, la construction d'une zone d'activité sur le secteur de la Fontaine. Vous avez vu, chacun a pu voir que les travaux avaient été entrepris. Et par ailleurs, on l'a un tout petit peu évoqué au début du conseil, mais on y reviendra. La FAB a été mandatée aussi par Bordeaux Métropole pour piloter les zones d'aménagement différées autour des gares sur l'ensemble des sites concernés. Point numéro 6, finance, CCAS, versement d'acompte, rapporteur M. Labbès. Donc, comme chaque année, lorsque le vote du budget intervient après le 1er janvier, le conseil municipal peut autoriser le versement d'un acompte sur subvention aux associations ou établissements publics qui en font la demande. Chaque année, donc, la ville prévoit dans son budget primitif le versement d'une subvention au profit du CCAS. Je rappelle que c'est cette subvention qui constitue la principale recette de fonctionnement de cet établissement.
Donc, considérant qu'en 2025, la ville a versé au CCAS une subvention d'un montant de 400 000 euros, considérant que la ville propose de verser au CCAS de Carbon-Blanc un acompte de 50% du montant de la subvention perçue en 2025 pour lui permettre d'assumer normalement ses missions jusqu'au vote du budget primitif en 2026, le conseil municipal doit donc décider d'accorder au CCAS un acompte de 50% du montant de la subvention perçue en 2025, soit 200 000 euros, et d'imputer la dépense à l'article 65, 73, 62 de l'exercice 2026. Point numéro 7, finance, syndicat piscine intercommunale, Nelson Mandela, avance mensuelle, rapporteur Madame Boulet. Bonsoir. Pourquoi vous m'avez mis là? Bien, c'est l'avancée. Je vais faire la KPA. Faut pas le mettre devant la baffe. Désolée pour les oreilles. Donc là, c'est pareil sur des histoires de planning, de budget. C'est au moment du vote du budget primitif que l'Assemblée délibérante vote le budget de la participation au syndicat intercommunal pour la création et l'exploitation des installations sportives de bassins Carbon-Blanc. Le budget primitif 2026 du syndicat Ouais. Donc le budget primitif du syndicat 2026 ne sera voté qu'au cours du mois d'avril 2026 et c'est qu'à ce moment-là les participations aux communes seront connues. Toutefois, il convient de régler les avances mensuelles au syndicat afin qu'ils puissent fonctionner dans l'attente du montant définitif de la participation 2026. Le conseil municipal doit donc décider d'autoriser le versement des avances mensuelles au syndicat intercommunal pour la création et l'exploitation des installations sportives de bassins Carbon-Blanc à concurrence de 411 552,60 €, qui correspond au montant du budget de la subvention allouée en 2025, et d'imputer la dépense à l'article 65-61 de la nomenclature comptable M57. Point numéro 10, finance, comité des œuvres sociales, à compte subvention 2026, avenant numéro 2, rapporteur Madame Boulet. Donc c'est la même délibération que pour le CCAS. La ville propose de verser au comité des œuvres sociales COS un acompte de 50% du montant de la subvention perçue en 2025 pour lui permettre d'assumer normalement ses missions jusqu'au vote du budget primitif 2026. Le conseil municipal doit décider d'accorder au comité des œuvres sociales un acompte de 50% du montant de la subvention perçue en 2025, soit 27 500 €, d'imputer la dépense à l'article 65-748 de l'article 2026. Point numéro 9, finance, versement de cotisation au développement de développement et maison de la justice et du droit, rapporteur Madame Thomas. Oui, bonjour à tous et toutes. En effet, là, il s'agit d'une cotisation pour la maison de la justice et du droit. Cette cotisation se calcule en fonction du nombre d'habitants. Le nombre d'habitants de Carbon-Blanc s'élève à 8342. Donc, la cotisation se fait au prorata multiplié par 0,60 € par habitant, ce qui fait une somme de 5 5,20 € au titre de la cotisation à Haute-Garonne Développement. Pour rappel, l'objectif principal de la Maison de la Justice et du Droit, c'est de rapprocher les citoyens de la justice quotidienne, surtout ceux qui ont difficilement accès, et cet accueil est gratuit, anonyme et confidentiel. Point numéro 10, convention de refacturation dans le cadre du label Presqu'île, rapporteur M. Bess. Donc on rentre là dans le cadre du projet intercommunal de valorisation du territoire de la presqu'île d'Ambès, qui est porté conjointement par les villes d'Ambarès et Lagrave, Ambès, Saint-Louis-de-Montferrand, Bassins, Carbon-Blanc et Saint-Vincent-de-Paul.
Au regard de la volonté partagée de ces 6 communes de renforcer leur attractivité à travers la mise en œuvre d'un label Presqu'île d'Ambès visant à reconnaître les spécificités de ce territoire et à valoriser ses ressources naturelles, culturelles et économiques, ainsi qu'à affirmer une identité commune distincte au sein de Bordeaux Métropole, considérant que ce label s'inscrit dans la continuité d'une dynamique collective déjà expérimentée par le biais du CIVOC, le syndicat intercommunal à vocation culturelle, considérant que le territoire de la presqu'île d'Ambès est marqué par un équilibre singulier entre espaces naturels, zones d'habitat et tissus industriels, constituant un véritable potentiel attractif à structurer et promouvoir, considérant par ailleurs qu'une étude actuellement portée par Bordeaux Métropole en cours jusqu'en juin vise à identifier des pistes de déploiement d'équipements touristiques sur ce territoire, considérant que le service marketing de Bordeaux Métropole a d'ores et déjà travaillé à la réalisation graphique du logo du futur label, et donc considérant que les communes souhaitent désormais engager la rédaction d'un mode opératoire visant à rendre ce label pleinement opérationnel, comprenant notamment la réalisation d'un diagnostic de territoire, l'élaboration d'un cahier des charges, l'identification des prestataires potentiels, la définition d'une stratégie de déploiement concrète. Considérons ainsi que dans ce cadre, une collaboration est envisagée avec un groupe d'étudiants en master aménagement et gestion de stations touristiques Université de Bordeaux-Montaigne dans le cadre d'un projet tutoré collectif de septembre 2025 à avril 2026 pour accompagner les communes dans la structuration et le déploiement du label, considérant que les frais induits par cette collaboration, déplacement, documentation, impression, participation éventuelle à des frais pédagogiques ou gratification s'élèveront à 800 €, considérant que la commune de Carbon-Blanc sera signataire de la convention au nom des 6 communes et réglera la totalité des frais, il est demandé au conseil municipal de valider le principe de la collaboration entre les 6 communes et un groupe d'étudiants en master tourisme afin d'accompagner la mise en œuvre opérationnelle du label Presqu'île d'Ambès, d'approuver le principe de partage équitable des frais liés à cette collaboration entre les différentes communes, partage qui se fera au prorata du nombre d'habitants, soit 345 € pour Ambarès et la Grave, 65 € pour Ambès, 166 € pour Carbon-Blanc, 162 € pour Bassins, 42 € pour Saint-Louis-de-Montferrand et 20 € pour Saint-Vincent-de-Paul. Inscrire les crédits correspondants au budget de l'exercice à venir afin de rembourser la commune de Carbon-Blanc. Je vous remercie. Point numéro 11, autorisation d'engager, de liquider et de modifier les dépenses d'investissement avant le vote du budget. Rapporteur, monsieur le Donc là encore, c'est une délibération que l'on prend à peu près tous les ans à la même date. Comme vous savez, donc le budget, en accord avec l'opposition, donc on a décidé que le budget serait présenté au conseil municipal et donc soumis à délibération après les élections municipales, donc relativement loin, c'est-à-dire vers le 15 avril sans doute. Dans cette période, d'ici le 15 avril, il faut qu'on puisse continuer à travailler dans la commune et donc on présente tous les ans, à peu près à cette date-là, une délibération pour permettre de disposer de crédit pour engager des premiers investissements. En accord là aussi avec l'opposition, on s'est engagé à ne pas faire beaucoup d'investissements trop importants sur cette première période, ce premier trimestre. Pour autant, nous avions besoin de cette délibération, notamment sur 2 points. Un premier point qui est la question donc, du financement de la fermeture du tennis, dont vous voyez apparaître dans le tableau qui apparaît derrière moi, vous voyez apparaître une ligne de 300 000 €. Cette ligne de 300 000 €, ça correspond donc aux travaux qui seront faits pour fermer la halle qui va être construite donc, à la place pour couvrir les cours de tennis. 300 000 €, c'est un chiffre maximum, en sachant bien sûr que ces 300 000 €, c'est des dépenses que fera la commune.
mais sur lesquels sont prévues des recettes de la part de la section tennis. Le projet est encore de mise au point, on n'a pas encore les chiffres définitifs sur ce qui se passera réellement. Par ailleurs, vous voyez apparaître aussi sur l'opération 14 espaces verts d'hiver une somme de 90 000 euros, qui est une somme que l'on a mis pour faire des travaux, des aménagements sur la coste en vue de la prévision donc, de l'implantation de cette halle sur le terrain. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Le total des crédits ouverts de ce fait, on ne doit pas dépasser, comme vous savez, 25%. Le total des crédits ouverts était, et vous voyez le total à la fin, il apparaît à 482 000 euros. Point numéro 12, urbanisme. Acquisition des parcelles cadastrées section AA numéro 434 et section AA numéro 408, association syndicale libre des hautes réseaux. Rapporteur, monsieur Monsoleil. Oui, donc là, c'est l'aboutissement d'un dossier qui a été très long à mettre au point. Le président de l'association syndicale libre des Hautes-Volutes est dans la salle, il pourra en témoigner. On a beaucoup travaillé sur ce dossier, et eux-mêmes ont beaucoup travaillé. Donc l'association syndicale des Hautes-Volutes 2 a souhaité donc, céder à la ville deux parcelles qui leur appartiennent. La parcelle numéro 434, une superficie de 5 553 mètres carrés, et une autre parcelle, la parcelle A408, une superficie de 1118 mètres carrés. Alors, cette cession des deux parcelles intéressait la ville, enfin, surtout bien sûr la parcelle 434, dans la mesure où c'est une parcelle qui est tout à fait contiguë au parc du Faisan, et qui vient renforcer la continuité écologique du parc du Faisan et du parc des Coteaux. Donc on a montré effectivement l'intérêt pour cette parcelle, d'autant plus que l'association syndicale de Haute-Volute 2 la cède à la ville pour l'euro symbolique, les deux parcelles pour l'euro symbolique. Donc on a donc bien sûr accepté, c'est l'objet de cette délibération. Je vais lire la fin de cette délibération, je vous laisse prendre connaissance du reste, parce qu'effectivement, dans cette délibération, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été notés, qui tiennent compte de la négociation qu'on a pu avoir avec l'association syndicale, qui a en contrepartie demandé que la ville prenne des garanties quant à l'entretien de ce terrain et le maintien de ce terrain donc, en zone donc, non constructive et en zone protégée donc, dans le cadre du parc des Coteaux. Donc, je vous lis la fin. En conséquence, la parcelle A408 sera cédée à la commune sous forme de fonds servant de millions par ça c'est pour la première. L'entretien des parcelles sera assuré par la commune conformément aux obligations légales de débroussaillement. Ces cessions contribueront à préserver la trame verte du territoire communal et intercommunal, tout en sécurisant l'usage du bassin de rétention géré par votre métropole. Donc, il est demandé au conseil municipal d'accepter la cession à titre gratuit, 1 euro symbolique par l'association syndicale libre Les Hautes-Volutes 2 des parcelles cadastrées A434 et A408, d'intégrer les parcelles au domaine communal en tant qu'espace vert protégé. Donc ça c'est important de bien souligner que le conseil communal garantit que ce sont des espaces verts protégés, de décider d'intégrer la parcelle A408 dans le domaine communal tout en maintenant la servitude d'assainissement, puisque dans la métropole, il y a une servitude d'assainissement pour la gestion des eaux sur la petite parcelle. De préciser que ce terrain ne pourra ni diviser ni faire l'objet d'une modification de zonage écologique. Là aussi, c'est important, on s'engage là-dessus. D'autoriser M. le maire à signer l'acte authentique chez Maître GC Notaire à Lormont, ainsi que tout document afférent.
de dire que les frais afférents à l'acte notarié seront pris en charge par la commune, de prendre acte que l'entretien des parcelles sera assuré par la commune. La parcelle A408 restera gérée techniquement par Bordeaux Métropole au titre de la servitude existante. Point numéro 13, culture. Entente de programmation 5, rapporteur Madame Guidot. Alors, en ce qui concerne la programmation du cinéma à travers le Gardon Blanc, jusqu'à présent, nous avions un contrat avec la société GPCI, qui elle-même avait racheté Artec. Les conditions financières étaient une redevance de programmation fixée à 3% de la recette hors taxe perçue au guichet de la salle, soit environ une cinquantaine d'euros TTC. La société GPCI a souhaité revoir à la hausse les conditions financières, puisqu'ils souhaitaient soit une redevance de 250 € hors taxe, soit à la fin du contrat. Ils nous ont laissé jusqu'au printemps 2026 pour trouver une solution. Donc nous avons contacté d'autres ententes de programmation pour chercher une entente qui était d'accord pour maintenir les conditions actuelles, à savoir 3% des recettes hors taxes sur les entrées. Et donc l'entente Saint-Louis a répondu favorablement aux critères, à savoir ce maintien à 3%. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer le dit contrat avec cette nouvelle entente. Point numéro 14, association renouvellement convention au fil du jeu 2026-2009, rapporteur Madame Guidot. Donc à un précédent conseil municipal, nous avons passé la même délibération pour la SCJB et le CHTVO. Vous savez que suite aux assises des associations qui avaient en début de mandat, nous sommes engagés et nous avons construit des conventions triennales avec ces 3 associations. Nous en sommes au renouvellement, donc c'était l'objet de cette délibération. Les objectifs et engagements de cette convention ont bien sûr été co-construits en partenariat avec l'association Au fil du jeu. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer le renouvellement de la convention triennale avec l'association Au fil du jeu pour 2027 à 2029. Point numéro 15, clarification du nettoyage des salles municipales dans le cadre des locations, rapporteur Madame Guidot. Alors vous savez qu'on propose à la location les salles Jacques Brel et les salles Grignon, avec une possibilité de bénéficier d'un forfait ménage par une société externe. La société a demandé une modification des tarifs de ce forfait nettoyage. Du coup, on a une modification à apporter. Le loueur aura ainsi la possibilité soit d'ajouter un forfait ménage dans sa demande de location 170,40 € pour la salle Jacques Brel et 340,80 € pour la salle Châteaubriand, donc en augmentation, soit d'effectuer lui-même le nettoyage de la salle. Le conseil municipal peut décider d'approuver la mise à jour de la tarification du forfait ménage pour la salle Jacques Brel et la salle Châteaubriand sur la base de nouveaux tarifs communiqués par la société de nettoyage à partir du 1er janvier 2026. Point numéro 16, Petite Enfance. Convention avec l'association Petit Louis pour le service accueil féminin de renouvellement. Rapporteur Monsieur Lamy. Bonsoir à tous. Donc c'est un point qui a été présenté donc, en commission éducation, enfance et jeunesse du 2 décembre dernier. Donc ça fait plusieurs années que la commune propose aux enfants de la commune du service d'accueil familial et du multi-accueil des animations musicales et des découvertes sonores. Ces séances donc, sont animées par l'association Petit Bruit qui met à disposition dans le cadre de cette convention un intervenant spécialisé. Le coût horaire de la prestation c'est de 53 € qui est réglé sur prestation de facture mensuelle précisant les heures réellement effectuées, soit 10 séances de 2 heures. Donc il est proposé au conseil municipal de décider de reconduire la convention avec l'association Petit Bruit pour l'année 2026 et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention. Je vais garder le micro pour le point 17 qui est exactement le même renouvellement pour le multi-accueil. Voilà, donc sur les mêmes
conditions. Pour le point 18, donc, sur la convention partenariale avec le réseau Girondin Petite Enfance, cela aussi a été présenté en commission éducation enfants jeunesse le 2 décembre dernier. Le réseau Girondin Petite Enfance, c'est un outil qui permet le développement culturel et l'accès à la culture pour tous et ceux dès le plus jeune âge, la prévention des inégalités et le maintien du lien social. Ce RGPE il propose des actions en direction des enfants, des familles, des étudiants, des pros et des bénévoles, de l'enfance, du secteur social et de la culture, mais aussi des élus. Le RGPE propose également formation, expositions culturelles ludiques, des jeux, des spectacles, des ateliers. En contrepartie de ces actions, la commune verse au RGPE des frais de participation d'un montant de 883 €. Au regard de l'intérêt que représentent ces actions en faveur des jeunes accueillis au sein des structures municipales, il est donc proposé au conseil municipal de renouveler et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention pour l'année 2026. Je garde toujours le micro. Pour le point 19, donc sur le règlement de fonctionnement de la commission d'attribution des places, également présenté en commission du 2 décembre dernier. Le règlement d'admission aux structures petite enfance doit être mis à jour selon les modifications suivantes. Donc il y a le changement du nom des structures, le SAF, donc service d'accueil familial, devient petite crèche familiale, le multi-accueil devient petite crèche ribambelle, l'ajout de la notion sauf particularité du calendrier comme des élections concernant la date de fin des préinscriptions et la date de la commission d'attribution des places, la modification de la présentation des réunions de pré-rentrée pour évoquer le fond plutôt que la forme qui est amenée à évoluer selon les observations des pros et les demandes des familles, et plusieurs reformulations de phrases et d'un paragraphe. Pour le point 20, donc toujours petite enfance, le règlement de fonctionnement du multi-accueil, lui également présenté en commission du 2 décembre dernier. Donc sur ce règlement, on a mis à jour pas mal de modifications, le changement de la structure suite à la loi Norma. Donc de multi-accueil, on passe en petite crèche, l'augmentation du nombre de journées pédagogiques par an passant de 2 à 3, ces journées étant maintenant remboursées par la CAF, l'ajout de la notion d'accueil de l'enfant une fois le dossier administratif complet, le retrait du courrier de la commission d'attribution des places et du dossier des prestations municipales du dossier administratif à fournir, l'ajout de 2 motifs d'exclusion radiation suivant la non-réalisation des vaccins obligatoires et la non-transmission des documents administratifs, l'allongement du nombre de jours d'absence non motivés avant l'exclusion, la révision de l'heure maximale d'arrivée des enfants sur la structure le matin passant à 10h30 au lieu de 11h, la modification des justificatifs à transmettre lors d'absence pour maladie, la reformulation de certaines parties santé, les conditions de transport de gâteaux d'anniversaire carnet vaccinal 2025, les maladies nécessitant une éviction, le transport et conservation des traitements, le protocole d'urgence médicale ajouté en annexe, ajout du projet d'accueil personnalisé par le PAP, les précisions apportées sur sa mise en place et celle du PAI, et les modalités d'intervention en cas d'urgence, la mise à jour de certaines fonctions ou de certains termes pour être au plus près des pratiques. Ça, c'était sur le multi-accueil, et donc le point 21 concerne le service d'accueil familial. On a fait grosso modo les mêmes transformations, les mêmes modifications, donc je vais vous faire grâce de la relecture des différentes modifications, et je vais laisser la parole à Arnaud. Point numéro 22, le personnel, mise à jour du tableau des effectifs, le rapporteur, monsieur Lax. Alors, mise à jour du tableau des effectifs, vous savez que régulièrement nous avons des départs, des arrivées, des montées de grade, etc. Donc il est nécessaire de remettre à jour le tableau des effectifs pour pouvoir suivre l'avancée des effectifs de la collectivité. Donc considérant qu'il convient d'une part de créer un grade de psychologue de classe supérieure et de supprimer un grade de psychologue de classe normale, afin de permettre à l'agent intercommunal exerçant les fonctions de psychologue au sein de la maison de petite enfance à temps complet de bénéficier d'un avancement de grade. En effet, pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il ait le même grade sur les 2 collectivités pour lesquelles il travaille. Considérant qu'il convient d'autre part de supprimer plusieurs grades suite aux nominations d'agents sur leur grade d'avancement ou de promotion interne au cours de l'année 2025, considérant du même coup qu'il convient par ailleurs de supprimer des grades créés en vue de promotion interne
dont les dossiers n'ont pas abouti favorablement auprès du centre de gestion de la Gironde. Considérant que suite au départ d'un agent en retraite pour invalidité qui était absent de son service de longue date, il convient de supprimer son poste et de créer un poste d'agent d'entretien au grade d'adjoint technique territorial. Considérant que suite à l'annonce de la prochaine mutation de la responsable du service temps éducatif et de loisirs, une annonce a été lancée afin de procéder à son remplacement. Considérant que dans ce cadre, et afin de permettre à la collectivité d'accueillir dès que possible un nouvel agent sur ce poste, il convient de l'ouvrir à tous les grades du cadre d'emploi des animateurs territoriaux. Considérant que les grades créés ne correspondant pas au profil de l'agent nouvellement recruté seront par la suite supprimés à l'occasion d'une délibération prochaine. Considérant qu'en conséquence le tableau des effectifs doit être mis à jour de manière à répondre aux besoins de la collectivité définis ainsi que je viens de vous l'indiquer, il est proposé au conseil municipal de supprimer les grades afférents aux emplois suivants qui vous sont affichés derrière moi, et je vais vous faire grâce de la lecture in extenso, et de créer des emplois et grades suivants, même chose je suppose, et donc de modifier le tableau des emplois permanents conformément aux dispositions présentées aux articles 1 et 2 ainsi qu'en propos et introductifs, et de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2025 et suivant. Point numéro 23. Instauration d'une participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire santé des agents dans le cadre de la labellisation. Alors, l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, dite de transformation de la fonction publique, redéfinit la participation des employeurs au financement des garanties de protection sociale complémentaire, prévoyance et santé de leur personnel, ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers. Cette participation est désormais obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour la prévoyance et du 1er janvier 2026 pour la santé. Le cadre de protection sociale complémentaire est redéfini dans les articles L827-9 à L827-11 du Code général de la fonction publique. Cette participation mensuelle est définie dans le décret numéro 2022-581 du 20 avril 2022 et elle est de 15 € pour le risque santé, 50% d'un montant fixé à 30 € et de 7 € pour le risque prévoyance, 20% d'un montant fixé à 35 €. Cette obligation concerne tous les personnels territoriaux de droit public et de droit privé, statutaires et contractuels. Il précise que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestés par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiées dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Ainsi, l'employeur peut choisir entre la convention de participation ou la labellisation dans le cadre du versement d'une aide sociale auprès des organismes de complémentaire santé et prévoyance. Pour information, la convention de participation dont le principe est la sélection d'un seul organisme de complémentaire labellisé dans le cadre d'un appel à la concurrence lancé par la collectivité permet une gestion plus unitaire du dispositif, mais l'agent n'a que le choix d'adhérer ou de ne pas adhérer dans ce cas. La labellisation permet la portabilité de la participation d'une collectivité à une autre, en cas de détachement ou de mutation, la liberté de choix par l'agent de sa complémentaire parmi les organismes dont les contrats sont labellisés. Cette liste est disponible sur le site de la DGCL. Le dispositif peut être vu chaque année. Il est rappelé que la collectivité participe déjà à la prévoyance dans le cadre du dispositif de labellisation à hauteur de 7 € brut mensuels, et ce, avant la mise en œuvre de ses obligations. La collectivité convient toutefois de proposer aux agents un modèle de participation pour la santé à compter du 1er janvier 2026. À cet effet, le comité social territorial, à l'occasion de la validation de l'agenda social le 21 mars 2025, et les représentants du personnel lors de réunions de dialogue social, notamment du 7 février 2025, ont été consultés pour échanger sur les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles obligations, et le dispositif de labellisation a été retenu afin de permettre aux agents de pouvoir choisir librement leur complémentaire santé selon leurs besoins individuels. Ainsi, chaque agent souhaitant bénéficier de cette participation devra remettre une attestation de son contrat de santé
justifiant la labellisation du dit contrat chaque année. À ce titre, l'agence se verra alors reverser une participation financière mensuelle d'un montant de 15 € brut. Il sera donc demandé au conseil municipal de valider la participation de la ville au financement de la protection sociale complémentaire sur la base de 15 € brut par agent et par mois et par bénéficiaire d'un contrat labellisé. Point numéro 24. Création d'emplois non permanents et autorisation de recrutement de vacataires. Rapporteur M. Lavesse. Donc, considérant que les besoins des services peuvent justifier le recrutement de vacataires pour l'année 2026 et considérant la nécessité d'avoir recours à des vacataires, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à recruter des vacataires dans le cadre cité en introduction préliminaire et conformément au tableau récapitulatif ci-dessous pour des missions accueillant des ateliers d'enfants parents organisés par la maison de la petite enfance, psychologue en vue d'une analyse de pratique au sein de l'équipe petite enfance et de séances à destination des agents de la collectivité, référent santé et accueil inclusif de la maison de la petite enfance. Les conditions de rémunération sont de 45 € brut, congés payés compris par heure, et vous avez le nombre d'heures maximales annuelles arrêté par la commune. Et donc de charger M. le maire d'identifier les besoins de recrutement, de fixer la rémunération de chaque vacataire, d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ces recrutements et dire que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 2025. Point numéro 25. Création d'emplois non permanents et autorisation de recrutement d'agents contractuels en cas de besoin occasionnel en 2026. Rapporteur M. Lavesse. Donc pour les mêmes raisons que précédemment, les besoins des services peuvent justifier le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents en cas de besoin occasionnel au titre de l'année 2026. Il est donc nécessaire d'établir une liste de ces emplois en estimant les éventuels besoins, et ce comme chaque année. Le conseil municipal devant autoriser M. le maire à recruter des agents contractuels non permanents dans le cadre des articles L332-23 premier alinéa, L332-23 deuxième alinéa du Code général de la fonction publique, correspondant à l'accroissement temporaire et saisonnier d'activité pour l'exercice 2026. C'est ainsi que sont présentées les possibilités de recruter un adjoint administratif territorial, un adjoint du patrimoine, un adjoint technique territorial, adjoint technique territorial, excusez-moi, 0,5 équivalent temps plein technicien territorial, 18 adjoints d'animation territoriaux, une auxiliaire de périculture, une éducatrice de jeunes enfants et une ADSEN. Bien évidemment, ce sont des nombres maximums en fonction des besoins des services. Et donc de charger M. le maire d'identifier les besoins de recrutement dans la limite des besoins potentiels, de déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions concernées et de leur profil, d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ces recrutements et dire que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget 2025. Point numéro 26. Maintien du régime indemnitaire en cas de maladie. Rapporteur M. Lavesse. Donc il est rappelé que par la délibération numéro 2017-49 du 12 juillet 2017, il a été autorisé la création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, autrement appelé RIFSEP, au profit des agents de notre collectivité. Cette décision fondatrice a fait l'objet depuis d'un certain nombre d'ajustements et d'ajouts afin de tenir compte d'une part de situations particulières et d'autre part d'évolutions réglementaires concernant plusieurs cadres d'emploi. Il est proposé au conseil municipal une nouvelle évolution du RIFSEP ayant trait aux règles de modulation du RIFSEP pour sa partie IFSE en cas de congé maladie. En effet, les nouvelles dispositions en matière de maintien des primes en cas de congé de longue maladie pour un fonctionnaire ou grave maladie pour un agent contractuel et fonctionnaire déchanté sont parues au journal officiel. Ainsi, le décret numéro 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État est venu modifier le décret précédent relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État. Cette délibération va permettre que les agents de la collectivité bénéficient du maintien d'une partie du régime indemnitaire
pendant les périodes de congés de longue maladie et de congés de grave maladie. Il est précisé que le bénéfice de ces primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33% la première année et de 60% la deuxième et troisième, et indique qu'en revanche, les primes resteront suspendues en cas de placement en congé de longue durée. Il est spécifié que ces dispositions concernent la fonction publique d'État et ne sont pas directement applicables à la fonction publique territoriale. Toutefois, par application de l'article L714-4 du Code général de la fonction publique, et conformément au principe de libre administration des collectivités locales, les collectivités locales peuvent prévoir des modalités de maintien des primes en cas d'absence, qui ne peuvent cependant pas être plus favorables que celles prévues dans la fonction publique d'État. Dans l'hypothèse d'une requalification d'un congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, l'agent conserve le bénéfice des primes et indemnités qui lui ont été versées avant la requalification, c'est-à-dire des primes et indemnités perçues durant le congé maladie ordinaire. Néanmoins, il n'est pas possible de cumuler les primes et indemnités maintenues au titre du congé de maladie ordinaire et du congé de longue maladie. Ce principe s'applique également lors de la requalification d'un congé de longue maladie en congé de longue durée, l'agent conservant alors le bénéfice des primes et indemnités versant durant le congé de longue maladie. Monsieur le maire demande donc aux membres de l'Assemblée délibérante de bien vouloir accepter la modification de l'article 5 de la délibération de mise à jour du RIFSEP du 10 octobre 2023, comme décrit ci-dessus. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser à compter du 15 décembre 2025 le maintien d'une partie du régime indemnitaire des agents pendant les périodes de congé longue maladie et de congé grave maladie, dans les conditions fixées par le décret 20-24-641 du 27 juin 2024, à savoir 33% du RIFSEP la première année, 60% du RIFSEP les deuxième et troisième années. Rappelle que les points suivants restent inchangés. En cas de congé de maladie ordinaire, y compris accident de service et maladie professionnelle, l'IFSE suivra le sort du traitement. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d'accueil d'enfants ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. Indique que les crédits budgétaires nécessaires sont inscrits au budget 2025 et suivants. Ainsi, avec cette délibération se termine l'ensemble des délibérations qui étaient regroupées et que je vais donc mettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Elles seront toutes adoptées à l'unanimité. Délibération dégroupée. Point numéro 27. Avis sur la création d'une zone d'aménagement différée autour du quartier de la gare Sainte-Hélène-Caron-Blanc. Rapporteur, monsieur Lancelot, monsieur Lavesse. Donc, effectivement, on va aborder cette question de la création d'une zone d'aménagement différée, qui est une, comme l'a rappelé monsieur le maire en début de conseil, qui est une demande donc, de Bordeaux Métropole, qui a donc lancé un projet qui a été confié dans sa réalisation à la fabrique de Bordeaux Métropole, qui vise, qui part d'un constat. Je vais prendre le temps de présenter ce projet. Il y a une note de synthèse qui a été faite par Bordeaux Métropole, qui a été remise à tous les conseillers de ce conseil, qui a été également remise lors de la commission urbanisme à la conseillère qui siège à la commission urbanisme et qui donne les éléments principaux donc, de ce projet. Donc, de quoi s'agit-il? Bordeaux Métropole, donc, comme vous le savez, a lancé un programme qui est un programme donc, qui s'appelle le Service Express Régional Métropolitain, CERN, mais qu'on appelle plus ordinairement RER Métropolitain. Une des lignes donc, de ce RER Métropolitain passera sur la gare de Sainte-Eulalie-Caron-Blanc. Bordeaux Métropole donc, estime, et je rejoins là-dessus Bordeaux Métropole, estime que que les gares donc, vont devenir des centres d'attractivité importants qui nécessitent
que l'on essaie de concentrer autant plus de populations qui bénéficieront du fait de pôles de mobilité, qui bénéficieront d'une mobilité plus facile pour se rendre aux différents endroits de métropole. Par exemple, vous savez, si on prend le train à la gare de Saint-Élie-Cardon-Blanc, on peut rejoindre le campus donc de Talence, on peut rejoindre le campus avec une vingtaine de minutes, alors que si on prend les moyens ordinaires donc, que l'on a actuellement, le tram, le bus, etc., le temps de trajet est à peu près de 1h15, 1h30. Donc le sujet, c'est le sujet donc, le souhait de Bordeaux Métropole, c'est donc effectivement de faire en sorte qu'on optimise le fait qu'on améliore la mobilité. Et je sais que sur la rive droite, la question de la mobilité est une question importante. Le souhait de Bordeaux Métropole est de faire en sorte qu'on optimise donc, ces pôles de mobilité en permettant à des populations plus nombreuses de pouvoir en bénéficier plus facilement. Le fait que Bordeaux Métropole lance ce programme, qui concerne l'ensemble des gares desservies par le RER, le fait que Bordeaux Métropole lance ce programme va bien sûr attirer les promoteurs, qui vont bien sûr avoir des opportunités de pouvoir acquérir, enfin, qui vont être tout à fait attentifs à l'acquisition de terrain. Donc, le souhait de Bordeaux Métropole en mettant en place cet outil qui s'appelle le zone d'aménagement différé, qui est un outil d'urbanisme, qui n'est pas plus qu'un outil d'urbanisme, qui relève du code de l'urbanisme, c'est de se donner le moyen de réguler l'aménagement, de ne pas que l'aménagement se passe dans des conditions les plus optimum et cohérentes, je dirais, avec une certaine cohérence, et de pouvoir observer et également de lutter contre la spéculation. Effectivement, il pourra y avoir, du fait de l'attractivité de ces zones, il pourra y avoir des effets spéculatifs. Donc, la zone d'aménagement différé, qui est encore une fois une outil d'urbanisme, c'est un outil de prévention. Il a pour effet de prévenir et il a une fonction d'observatoire sur ce qui va se passer sur cette zone. C'est, comme je l'ai rappelé aussi, un outil qui évite la spéculation foncière, dont on sait, la spéculation foncière, que ça a des effets négatifs, puisqu'en fait, on peut le constater sur notre territoire, la vente de terrains trop chers empêche de toute façon la réalisation des opérations. Puisque on a quelques exemples sur le territoire où les terrains ont été achetés trop chers par les promoteurs et on voit que les programmes ne sortent pas. Donc voilà ce que c'est que la zone d'aménagement différé. Pour rappel, la zone d'aménagement différé ne sera utile que pour observer les terrains qui vont être mis en vente. Il n'y a pas de volonté d'action de forcer à vendre pour les propriétaires qui détiennent des terrains. Il n'y a aucune coercition dans cette zone d'aménagement différé. C'est juste, encore une fois, un outil de prévention. Si le propriétaire ne veut pas vendre, il n'y aura pas d'obligation de vendre. Les terrains, les propriétés ne sont pas affectées s'il n'y a pas de volonté exprimée par le propriétaire. Alors, voilà ce que c'est que cette zone d'aménagement différé. Ce sur quoi on doit se prononcer, c'est pas sur l'outil d'urbanisme, parce que l'outil d'urbanisme a été décidé par le Bordeaux Métropole. Ce sur quoi on doit se prononcer, c'est sur la zone qui, je crois, est affichée derrière moi. Donc, on doit se prononcer sur cette zone. Comment a été définie cette zone? Elle a été définie selon les critères qui ont été mis en place par le Bordeaux Métropole, qui sont dans la note, que tout le monde a pu lire, qui sont en fait la proximité de la gare, donc
Le critère qui a été pris en compte, c'est, d'après ce que l'on sait, c'est 10 minutes à pied, 10 minutes à pied de la gare. Donc ça permet de limiter ça devrait être un cercle, mais je rappelle que de l'autre côté, c'est plus dans le métropole, donc bien évidemment, on ne voit que Carbon-Blanc. Donc 10 minutes à pied de la gare, et par ailleurs, on exclut, Bordeaux Métropole exclut les programmes, les projets d'urbanisme qui sont récents et qui n'ont pas vocation à changer, puisque effectivement le critère qui a été pris en compte, c'est l'intensification urbanistique de ce qui existe sur le territoire. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette zone d'aménagement différé d'un point de vue purement présentation technique de ce dossier. Point numéro 28, c'est un point. Je pense qu'il y a des prises de parole. Efficace. Merci de votre rappel, M. Lancelot. Nous avons souhaité donc découper cette délibération pour deux raisons. La première, c'est que vous nous avez, M. Lancelot, proposé cette situation de pouvoir en parler lors du conseil municipal, dans la mesure où notre groupe n'a pas eu le temps d'étudier correctement les documents avant la commission d'urbanisme. Et donc, on a souhaité pour l'occasion pour pouvoir les évoquer ici ensemble et échanger tous ensemble en tant qu'élus donc municipaux, qui sont normalement, nous sommes élus pour représenter les intérêts du Carbon-Blanais. Et le deuxième point, c'est que nous jugeons que cette ZAD a un impact important auprès d'un certain nombre de Carbon-Blanais. Un impact sur la propriété et à la jouissance qu'ils peuvent en avoir de leur propre propriété. Donc cette ZAD, elle fait 18 hectares 5, c'est énorme. Alors peut-être 10 minutes de la gare, certes, mais ça englobe une grosse partie de l'hypercentre de Carbon-Blanc. Donc on voulait connaître les décisions des votes qui ont amené à cette... On a eu des critères, qu'est-ce que vous avez rappelé. On les a lus dans le document que vous avez envoyé après a posteriori. Et donc du coup, on voulait savoir comment on est arrivé à ce type de zonage qui est extrêmement découpé, qui délise certaines propriétés et qui ne correspond pas forcément à 10 minutes et avec des zones qui peuvent être construites. Ensuite, nous sommes étonnés de savoir, voilà, cette décision a été débattue et présentée en bureau métropolitain le 9 octobre dernier. Est-ce qu'au cours de ce bureau métropolitain, il y a eu des débats qui venaient essayer de renforcer la protection des Carbon-Blanais et de la propriété des Carbon-Blanais. Et puis aussi, on se pose la question de savoir si cette ZAD est bien adaptée à Carbon-Blanc. Qu'elle soit adaptée, cette zone d'activité, cette zone d'aménagement différé, à certaines gares, dans certaines configurations, puisqu'il y a une quinzaine de gares qui sont concernées. Il y a des configurations peut-être géographiques qui sont adaptées. Là, ça ne nous paraît absolument pas adapté au profil du Carbon-Blanc. Les objectifs qui sont notés dans les documents que vous nous avez envoyés, les objectifs, il y en a 3 qui concernent la zone d'aménagement différé. Le premier, c'est sécuriser le développement sur le secteur. Donc c'est un objectif qui est suffisamment vaste pour être incompréhensible et inatteignable. Le deuxième objectif, c'est s'assurer que les plus-values immobilières profitent aux collectivités. Donc ça, c'est un peu gênant que des propriétés privées profitent aux collectivités. Moi, je supposerais à ce moment-là, si pendant les 6 ans de vote de cette ZAD, eh bien, les impôts fonciers seront aussi dégrévés, du coup, puisque ça profite également à chacun des Carbon-Blanais qui est concerné par cette zone. Et enfin, le troisième objectif, c'est constituer des réserves foncières pour réaliser l'opération projetée. Et là, quand on lit les 18 pages d'un PowerPoint qui nous a été fourni par Bordeaux Métropole, on a du mal à comprendre l'opération projetée. Alors, dans l'idéal que vous avez cité, on peut comprendre,
Ça, c'est l'idéal, mais dans la construction telle que c'est mené par Bordeaux Métropole et la FAB, on a un petit peu de mal à s'y repérer. Donc nous considérons que cette opération n'est absolument pas adaptée à Carmont-Blanc, pénalise un certain nombre de Carmont-Blanais et la propriété qu'ils en ont, des Carmont-Blanais qui ont travaillé pour souvent toute une carrière professionnelle pour économiser et constituer un patrimoine immobilier. Et donc on considère que cette situation n'est pas adaptée du tout au rôle que peut avoir un élu municipal au-delà des clivages politiques et clivages idéologiques que l'on pourrait avoir. Et je demande à ce que chacun des élus municipaux qui sont autour de la table raisonne en son aménagement, en engagement vis-à-vis des Carmont-Blanais pour s'opposer à ce type de proposition de Bordeaux Métropole. Nous ne devons pas accepter ce type de délibération et nous devons voter contre ce type d'aménagement qui n'est pas adapté à Carmont-Blanc. Si je peux me permettre de donner quelques... Je peux me permettre de donner quelques impressions. D'abord, ce n'est pas un projet de ZAD de Carmont-Blanc. La seule chose qu'il y a sur Carmont-Blanc, c'est le périmètre qui est défini, et pour chacune des gares, quelles que soient les communes concernées, c'est la même chose, il y a un périmètre qui est défini. Ce périmètre, il est défini autour des gares, pourquoi? Parce que on se trouve confronté à un certain nombre de faits sur la métropole, qui sont l'augmentation de population, les difficultés de mobilité, et donc le développement des RER sur la métropole et en extra-métropole après, puisque dans les projets, il y a la liaison avec Libourne, avec Arcachon, etc., fait penser, et il y avait un accord à peu près là-dessus, que les alentours des gares vont devenir des zones, on va dire, d'attraction des promoteurs. En mobilisant ces zones, la métropole fournit un outil qui permet de réguler le prix du foncier en cas de mutation. C'est-à-dire qu'en aucun cas, les personnes qui habitent dans ces secteurs-là n'ont d'inquiétude à avoir. Il n'est pas prévu d'expropriation, de construction en dehors de volonté. Et de toute façon, les aménagements sont des choses qui se définiront avec chaque commune. La seule chose, c'est qu'on définit cette zone avec dans l'idée que la métropole a besoin de logements, et plutôt donc de logements à côté des pôles multimodaux permettant la facilité des transports, a besoin d'aménagements qui vont avec, et c'est juste ça. Il n'y a rien d'autre de défini. Là, ce qu'on vous demande, et c'est ce que M. Lancelet vous a précisé, c'est bien ce qu'on demande de valider, c'est la reconnaissance d'une zone qui est quelque part à mettre en observation pour éviter des dérapages, comme on a pu en voir à un certain moment sur notre commune, qui ont fait exploser le prix de sortie d'un certain nombre de logements qui n'arrivent pas à se vendre, et donc de programmes qui n'arrivent pas à sortir et qui restent en l'état. Et c'est rien d'autre. Donc et c'est pas, il n'y a pas un projet Carmont-Blanc. Il y a sur chaque gare une zone d'aménagement différé à prévoir pour, au fil du temps, mais on est sur du coût moyen et du long terme, éventuellement travailler autour de ces gares. C'est effectivement des délibérations qui sont prises pour 6 ans et qui sont renouvelables et qui concernent les gares d'Ambarès, les gares de Bassins, la gare de Senon. Et toutes les gares ne seront pas traitées forcément de la même façon, puisqu'il y en a qui sont déjà relativement, qui répondent déjà on peut dire, à ce qui est attendu sur l'avenir. Voilà ce que je peux vous dire. Et j'ai lu. Il y a 2 gares qui sont exclues, c'est Senon et Pessac. C'est ce que je vous dis, parce que ces deux-là, c'est déjà fait. Si vous regardez la gare de Senon, c'est déjà fait. Elle répond déjà à ces critères-là. C'est pour ça qu'elle n'a pas été remise dedans. Puisque, comme le disait M. Lancelet, là où les projets sont déjà existants, ils sont sortis des périmètres. Madame Moncey.
Et en haut, vous avez C'est le bouton. le petit bouton en haut. Non, mais il y a un bouton en haut. Non, c'est vers le haut. C'est de là où on parle. Bonsoir. Effectivement, ça, il a tous résolu. Donc, moi, je voudrais avoir un peu plus de quelques questions. Sur ce dispositif qui nous vient tout droit direct de Mériadec, pour savoir si j'ai bien compris. Donc, vous m'avez dit s'il y a une mutation. Donc, si un propriétaire qui a une maison avec un jardin souhaite vendre son bien dans ce périmètre, il est possible que la ville préempte, demande à Bordeaux Métropole de préempter, et donc là, le prix serait déterminé par les domaines, et ce ne serait pas le prix du marché. Moi, je continue après. Donc, par contre, si c'est quelqu'un qui a un appartement dans la même zone, par contre, là, il peut vendre au prix qu'il veut. Là, ça fait 2 poids, 2 mesures quand même. Dans la zone, c'est quand même pas un traitement très, très équitable pour tout le monde. Et par contre, si quelqu'un a une propriété dans la zone, un carbone blané, une propriété dans la zone, et une propriété hors de la zone, il peut vendre hors de la zone au prix qu'il négociera en direct avec son acheteur, mais dans la zone, il pourra être soumis à préemption, avec prix des domaines. C'est ça. Moi, c'est ça ce que j'ai compris, donc je veux savoir si c'est bien ça. Oui, je note. Oui. Et puis, alors, notre question, si c'est Bordeaux Métropole préempte une propriété à la demande de la ville, qu'est-ce qui est budgétisé par Bordeaux Métropole à l'année sur Carbon Blanc et même globalement sur toute la métropole? Est-ce qu'ils ont un budget pour ça? Et pour finir, ça ce sera fait, qui définit les critères de choix sur une propriété, sur une mutation, une propriété qui est vendue, qui est préemptée? Qui définit et quels sont les critères de choix du promoteur qui interviendra ou du bailleur social qui interviendra sur ça? Quelle est la transparence du choix? Alors, moi, je vais essayer de vous répondre. Je vais répondre à votre question, Madame Monsec, mais je vais reprendre quelques éléments dont a parlé Madame Marpin. Ce projet, comme je l'ai présenté, ce projet de zone différée, c'est un outil urbain. Donc il y a une intention urbaine. Là, c'est clair, il y a une intention urbaine. L'intention urbaine, c'est d'aménager le secteur de la gare. Ça, on ne va pas le cacher, c'est ça le fondement. Sinon, on ne mettrait pas en œuvre un outil relevant du code de l'urbanisme pour travailler sur cette gare. La seconde chose, je l'ai dit, la fabrique de Bordeaux Métropole, la fabrique de Bordeaux Métropole est spécialisée dans l'aménagement, donc son cœur de métier, c'est de travailler sur l'aménagement de zones urbaines. La fabrique de Bordeaux Métropole a pour mission de surveiller que la façon dont cette zone, la zone qui a été délimitée, mute, que la façon dont elle mute est en cohérence avec les intentions que l'on a. Et les intentions que l'on a, elles sont données dans la note. La note, c'est de dire il faut une intensification urbaine. Et ça me permet aussi du coup de préciser que la zone a été définie par rapport aussi à ce critère d'intensité urbaine. À partir du moment où on avait des projets, des constructions qui répondaient à l'intensité urbaine qu'ils souhaitaient, il n'y avait pas de raison de les mettre dans la zone, puisque de toute façon, ils étaient déjà aménagés. Donc c'est pour ça qu'on a ce découpage qui est pas très compréhensible. Mais effectivement, vous voyez que la zone de Léopoldine, la réserve de Léopoldine a été sortie parce que la réserve de Léopoldine a un taux d'intensité urbaine qui est déjà important. Le parc Blacker, par contre, il a bien été mis dedans.
Ou alors, bon, je sais pas. Donc voilà, après, il peut y avoir des imprécisions, mais l'intention, c'était celle-ci. Donc ensuite Madame Arpin dit jouissance de la propriété, pénalisation du carbone plané. Il n'y a pas de volonté de pénaliser. L'idée n'est pas de pénaliser. Non, l'idée est de lutter contre la spéculation foncière. Contre la spéculation foncière qui empêche que des projets puissent aboutir. On l'a vu sur Carbon Blanc, il n'y a pas seulement dans ces zones, on voit sur Carbon Blanc des propriétaires qui ont vendu très cher et qui, pour souhaiter vendre très cher, pour des projets qui de toute façon ne bougent pas, ne sortent pas. Donc effectivement, il faut contrôler le prix du terrain. C'est un des éléments, effectivement, de cette zone d'aménagement différé. Tout en précisant, non mais je répondrai après, je vous donnerai la parole après. Tout en précisant quand même que de toute façon, c'est un outil, comme vous l'avez rappelé, c'est un outil qui permet pour Bordeaux Métropole de faire de la préemption. C'est effectivement pas la commune qui fera de la préemption, c'est Bordeaux Métropole qui fera de la préemption. Elle fera des préemptions, non pas au prix du marché. Les domaines évaluent les terrains au prix du marché. Bon, les domaines, ils n'évaluent pas sur un prix inférieur au marché, ils évaluent au prix du marché. Et ils tiennent compte forcément aussi du fait que cette zone est attractive elle-même. Mais l'idée est de contrôler tout ça et d'observer. Bon, ensuite, effectivement, la FAB, en fonction de ce qui va se passer, va être active pour essayer à partir du moment où il y a des opportunités foncières qui se dégagent, la FAB va essayer donc d'inciter les promoteurs à s'intéresser donc à cette zone et va guider donc les constructions qui pourront être conduites, bien évidemment en relation avec la commune et en relation avec les citoyens. On aura d'autres discussions après sur la façon dont on aménage cette zone. On aura des discussions avec la FAB, on aura des discussions avec les citoyens, avec les propriétaires. Mais aujourd'hui, il s'agit uniquement d'un outil d'urbanisme, c'est un outil d'urbanisme qui vise à empêcher qu'il y ait une espèce de précipitation autour de cette zone. Et vous interrogez sur quels sont les montants, d'après ce que l'on sait, donc aujourd'hui, donc la préemption s'est confiée à l'établissement public foncier, et il serait doté d'à peu près 17 millions d'euros, d'après ce que l'on sait. Pour la globalité de la métropole? Oui, pour les 6 ans? Oui, pour les 6 ans, pour la métropole. Pour compléter ce que disait M. Lancelet, créer de la réserve foncière, c'est aussi ce qui permet de réfléchir à un aménagement urbain intelligent, je crois. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est parce qu'on a une réserve foncière suffisante, bien positionnée, qu'on peut réfléchir. Alors après, comment on choisit les promoteurs? C'est les promoteurs qui se présentent, qui présentent des projets, c'est discuter, et c'est ce qui se passe sur n'importe quel terrain, n'importe quel projet. On a vu sur certains terrains défiler un premier promoteur, puis ça a capoté, puis un deuxième, puis un troisième. C'est donc pas aussi simple que ça. Et la FAB a l'expérience. Et en général, je vous rappelle aussi que de toute façon, avec le promoteur, il y aura un bailleur social, puisque la règle sur la métropole, c'est dès qu'il y a 1000 mètres carrés de surface de plancher construit, il y a obligatoirement déclenchement de logements sociaux. Oui, ça j'ai bien compris qu'il y a plusieurs promoteurs, donc je vous pose la question, comment sera-t-il sélectionné? Est-ce que puisque c'est Bordeaux Métropole qui est un établissement public et la FAB est un établissement public, quelle est la transparence des critères pour le choix? C'est quand même, qu'un propriétaire privé discute ou la ville discute
parce que la ville s'en mêle un petit peu quand même, et ils disent plutôt ce promoteur-là, ce machin-là, mais enfin, il y a discussion. Là, comment ils vont choisir? Comment le sopin? C'est l'intérêt du projet qui déterminera le promoteur, et ça sera pas, c'est pas la métropole qui fera toute seule. Enfin, la métropole ne fera pas sans la commune. Je pense qu'une des forces de cette métropole, c'est que le poids de chaque commune reste maître là-dessus dans son aménagement. La métropole ne fera pas sans la commune. La seule chose que ça change, parce que juste comme ça, aujourd'hui, une collectivité peut préempter, même en dehors de cette zone. Si, pour une raison X ou Y, si les finances le permettent, pour un projet, une collectivité peut toujours préempter. Et rien ne dit que toute la zone sera préemptée. Simplement, la métropole et sa force de travail aura une lecture, une observation des mutations des fonciers qui font qu'à certains moments, il y aura un échange en disant, voilà, si ces fonciers-là ils sont en train de muter, il y a intérêt à les préempter parce que ça offre effectivement une réelle possibilité d'un aménagement, j'ai envie de dire, intelligent, plutôt que de voir 3 ou 4 projets qui viennent de manière complètement indépendante et qui sont très compliqués à réguler à ce moment-là. Et ce que disait M. Lancelet est exact. Le fait de préempter, ça ne veut pas dire qu'on spolie le propriétaire dans l'achat du terrain. Ça veut simplement dire qu'on régule et qu'on le fait acheter à un juste prix au regard du prix du marché. Je vais donc mettre cet avis aux voix. Qui vote contre? Donc 6 contre. Qui vote pour? Qui s'abstient, pardon? Qui vote pour? L'abstention. Qui vote pour? C'est tout. Merci. Point 28, pour l'information, rapporteur monsieur. Donc c'est l'état du rapport d'activité de Bordeaux Métropole. Vous en avez été destinataire, je vais le faire passer assez vite et puis je vais sortir 1 ou 2 points sur les diapos qui vont vous être présentés. Donc en termes d'aménagement économique, donc un petit coup d'œil sur ce qui nous concerne directement, c'est l'OIM Arquerie droite. C'est donc des opérations de collaboration et d'aménagement de zones par la métropole, donc sur la rive droite, avec une forte dimension développement de l'activité sur la rive droite pour créer des entreprises et de l'emploi. L'OIM Arquerie droite, ça correspond à 12 000 hectares de zones d'activité qui sont rénovées. Bon. Donc toujours dans l'aménagement économique, juste des petites informations. Donc la métropole, c'est la 3e métropole française dans les industries culturelles et créatives. Elle intervient sur les domaines de la santé, de l'industrie et puis bien évidemment de l'aéronautique. Et en termes de création d'emplois industriels, cette année c'est plus de 1500. C'est la 2e métropole en France après Paris. Juste pour vous rappeler, on parle pour l'année 2024. Puisque c'est le rapport 2024 qui vous est présenté, j'ai oublié de vous le dire. En termes de solutions innovantes et durables, donc il y a un gros travail sur la décarbonation industrielle, avec en particulier sur les zones industrielles portuaires de Ambès et Bassins. C'est quand même 3,1 millions d'euros qui ont été consacrés aux études avec une participation de 50% de l'État. Il y a vraiment ce souci d'améliorer la situation des habitants sur la presqu'île. Un point sur l'économie sociale et solidaire, économie de proximité. Donc la métropole a été la co-organisatrice du Forum mondial de l'ESS à Bordeaux, qui a eu lieu là en octobre. C'est la faculté de voir la richesse que représente cette économie-là, puisque sur la métropole, c'est 95 000 emplois qui sont rattachés à l'économie sociale et solidaire.
Le territoire et sa dynamique, bien évidemment, 2024 aura été marqué par le succès des Jeux Olympiques. Un investissement de 6 millions d'euros pour accueillir et valoriser le territoire et accueillir 7 matchs de football. Ainsi, Bordeaux a pu participer à cette grande fête, il faut le dire comme il est, nationale. Et puis, dans les événements accueillis, l'Université du tourisme durable, c'est un temps de réflexion sur comment on peut voir le tourisme autrement pour qu'il soit plus responsable sur les territoires. La mobilité. Bien, dans les choses importantes, donc la robustification du réseau de tramway, remise en état du pont de Pierre, avec bien évidemment tous les problèmes que ça a posé, mais c'était une urgence absolue. Le lancement des travaux donc, sur la ligne RER métropolitain Libourne-Arcachon via la métropole. Le gros travail de réaménagement autour de la gare Saint-Jean et 4 parkings P+R en cours de construction ou d'extension, puisque maintenant la métropole donne la possibilité sur un certain nombre de ces parkings d'avoir du stationnement longue durée. Métropole et le vélo, c'est important. Donc 2024, c'est 13 km d'aménagement cyclable nouveau et 10 km du réseau vélo express REV qui ont été livrés. Aujourd'hui, la métropole bordelaise, c'est 1710 km d'aménagement cyclable. C'est aussi 1800 aides versées sous condition de ressources pour l'achat de vélos à assistance électrique. C'est le développement des vélos en location et c'est donc la multiplication des aménagements sur le territoire pour faciliter, entre autres, le stationnement. La mobilité qui veut se décarboner, c'est vraiment un gros effort qui est fait sur la métropole. Les chiffres clés, c'est 6% de fréquentation supplémentaire sur le réseau de TBM, avec plus de 180 millions de voyages, ce qui n'est pas négligeable. 100 000 bénéficiaires de la tarification solidaire, puisque la métropole a décidé de mettre en place une tarification en fonction du revenu et le développement de la gratuité a été mis en place en 2024 sur le réseau TBM pour les personnes en situation de handicap. En termes d'urbanisme, le 2024 a vu l'aboutissement de la 11e modification du PLU, la création de la ZAC Robert Piquet, du côté de Bègle et Villeneuve-d'Ornon. Là aussi, un gros projet d'aménagement urbain traité par la métropole. 1400 logements livrés sur la zone de Brazza et la modification du seuil de déclenchement du logement social, puisque de 2000 m², on est passé à 1000 m² de surface de plancher pour l'obligation de mettre en place du logement social. Toujours autour de cette politique de l'habitat, c'est 3536 logements locatifs sociaux, c'est le taux SRE, c'est-à-dire le pourcentage de logements sociaux sur l'ensemble de la métropole par rapport à la totalité des logements qui continue d'augmenter. On est aujourd'hui à 24,56%. La règle, ça serait 25%. Et sur la ville de Clermont-Blanc, on est déjà à plus de 25%. La métropole qui intervient aussi sur MaPrimeRénov' pour aider à la rénovation des logements et en particulier sur tout ce qui concerne le chauffage. Le plan climat qui a été définitivement adopté sur la métropole avec un gros travail de mise en place pour la ZFE qui est pour le moment, vous le savez tous, en stand-by. C'est aussi beaucoup de travail en direction des habitants de la métropole avec la maison éco-citoyenne qui accompagne les personnes qui viennent et les organise des expositions et des animations pour des classes, par exemple, autour de tout ce qui concerne la biodiversité, mais aussi l'éco-citoyenneté, les déchets, le travail autour de l'eau, enfin tout ce qui peut concerner et le climat, et la santé,
pour les métropolitains. La transition énergétique qui s'accélère, 30 projets sur du foncier métropolitain et 80 sur du foncier communal ont été lancés en photovoltaïque. Carbon Blanc y participera, puisque, comme vous le savez, on va couvrir les cours de tennis avec une halle photovoltaïque. Et on continue les développements de réseaux de chaleur. Il y en avait 6 qui existaient et il y en a 8 qui sont à l'étude. Donc les réseaux de chaleur, ils peuvent avoir 2 origines. Il y en a qui sont classiques, c'est les 2 unités de valorisation énergétique de Bègle et de Sedan, qui sont des premiers fournisseurs de chaleur en termes de chaleur. Et puis sur d'autres secteurs, il y a des mises en place de chaudières biomasse qui permettent d'alimenter comme ça des nouvelles constructions, en particulier sur Talence, sur le campus de Pessac et sur Mérignac. La métropole continue à avancer sur l'opération 1 million d'arbres en 10 ans. C'est aujourd'hui, en 4 ans, 504 760 arbres et arbustes qui ont été plantés, dont 59% directement par Bordeaux Métropole. Et pour la 4e édition de la Semaine de l'Arbre, en fait, ça s'est déroulé en décembre. Et comme chaque année, c'est l'occasion de distribuer aux administrés de la métropole des plants d'arbres fruitiers accompagnés d'animations et d'interventions pédagogiques. Préservation de la biodiversité. Donc il y a un gros travail fait autour de l'amélioration de la connaissance des enjeux écologiques de la métropole. C'est fait sur différents secteurs. On a accueilli, nous, sur la plaine du Faisan, des interventions de spécialistes. L'idée, c'est de sensibiliser les gens à cette problématique à laquelle on ne peut plus tourner le dos. On a mis en place aussi donc, du coup, le printemps de la biodiversité du 1er mai au 30 juin 2024, avec tout un tas d'animations, de balades, de visites guidées, y compris découvertes de jardins pour attirer l'attention sur cette problématique que nous ne pouvons plus ignorer. Dans la même logique, on travaille sur l'agriculture et l'alimentation, l'agriculture métropolitaine qui se développe. Les 20 projets associatifs alimentaires ont été soutenus par 315 000 € de subvention. Et on voit de nouveaux espaces d'agriculture arriver, et en particulier sur la rive droite, il y en a un sur Floirac, au niveau de la Gurbe, où il y a un espace maraîcher, si je ne me trompe pas, qui est mis en place, sur lequel il y a maintenant un agriculteur qui prend en charge l'exploitation de ces terrains, et dont les cultures permettront d'alimenter les cantines de Floirac, Sedan et Ambarès. Et il y en a un qui est prévu sur Bassins aussi, il y a un projet sur Bassins qui arrive, et puis bien évidemment sur Bruges-Blanquefort, où là on a quand même des plus gros terrains. On travaille aussi bien évidemment au regard des changements climatiques sur la métropole rafraîchissante, donc avec la multiplication sur des programmes qui arrivent justement, des constructions, des rénovations, des développements urbains, de mise en place d'oasis de fraîcheur. Un plan fontaine a aussi été mis en route, et l'idée de créer un plan métropolitain qui repérerait l'ensemble des points permettant de se rafraîchir, entre autres l'été, lors des fortes chaleurs. Un point qui concerne aussi particulièrement la rive droite, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Pour la première fois, donc, la taxe GEMAPI a été instaurée sur la métropole. Ça représente 3,9 millions d'euros. Alors cette taxe, elle a été totalement réinvestie, et c'est vraiment sa spécificité dans les rénovations, des restaurations des digues de Bègle, des restaurations des JAD de la presqu'île d'Ambès. Ils sont intervenus aussi en urgence sur les digues de Floirac,
puisque l'objet de cette taxe et donc de la GEMAPI, c'est bien de protéger les territoires des risques d'inondation et en particulier par rapport aux fleuves. Le numérique, c'est un des points forts de la métropole. Aujourd'hui, 44 conseillers numériques accompagnent l'ensemble de la métropole. 24 communes ont mutualisé le numérique avec la métropole. C'est ce qui permet d'avoir du matériel et des sécurités vraiment optimum. Donc Carbon-Blanc avait mutualisé l'informatique dès la première offre de mutualisation. C'est une aide indéniable pour les services et pour la population que d'avoir cet ensemble-là. C'est aussi une garantie de sécurité puisque nous bénéficions de la sécurité mise en place par la métropole qui couvre donc aussi nos territoires. C'est aussi le travail en direction de la récupération. Donc il y a 28 tonnes d'équipements et c'est pas neutre qui ont été collectés dans le cadre du mois de la collecte numérique. C'est-à-dire que Bordeaux Métropole s'engage aussi sur la réutilisation, le retraitement de tous ces outils numériques pour éviter qu'ils ne disparaissent dans la nature avec tous les problèmes que ça pose. Et aujourd'hui, 96% des locaux éligibles à la fibre sont reliés sur l'ensemble de la métropole. 2024, c'est aussi les grandes décisions du passage en régie pour l'assainissement collectif et la gestion des eaux pluviales. On était passé en régie sur l'eau pour la métropole l'année précédente. Donc à partir de 2026, le 1er janvier 2026, eh bien, la même opération se fait pour tout ce qui concerne les eaux pluviales et l'assainissement, sachant que là, du coup, ça va concerner aussi Carbon-Blanc, alors que pour l'eau, nous sommes, sur un syndicat, le SIAO, et pas concernés donc par la régie de l'eau. Juste par anecdote, la régie de l'eau, c'est 3236 km de réseau, ce qui représente, vous imaginez, une distance impressionnante et qui a en contrepartie des difficultés qui sont la gestion des fuites. Et c'est une grosse direction qui a été demandée à la régie de l'eau de réduire le plus possible les fuites le long des réseaux. Prévention, collecte, traitement des déchets ménagers. 2024, ça a été la mise en place d'une modification de la fréquence. Ça a commencé dans les zones nord. Nous n'y avons été confrontés qu'en janvier 2025. Et voilà, donc ça c'est une vraie évolution. C'est ce qui permet à la métropole de continuer à avoir la quantité de déchets diminuée. On a aussi mis en place le tri à la source des biodéchets, avec l'implantation dans tout ce qui est intra-rocade, dans un premier temps, des bornes à déchets alimentaires qui sont les lieux où chacun peut venir déposer ses restes alimentaires plutôt que de les jeter dans les sacs et les bornes d'OMR, ce fameux bac gris que nous avons. Sur Carbon-Blanc, nous avons travaillé nous sur les composteurs. Il y a des composteurs partagés qui ont été installés à Lucie-Beaumont et puis, ça y est, la bergerie. Voilà. Et donc, ils sont accompagnés là par Bordeaux Métropole. Et puis, bien évidemment, on continue la distribution des composteurs individuels pour continuer de réduire au maximum les déchets qui partent à l'incinération. Je vous rappelle que ça a un vrai coût, y compris parce qu'il y a des taxes qui sont ajoutées à la tonne. La métropole en 2024, c'est aussi la continuité de la coopération territoriale. C'est une vraie volonté métropolitaine que de remettre du lien avec les collectivités du département. Donc il y a un certain nombre de contrats qui ont été signés entre les communautés de communes et la métropole
sur des domaines très différents, comme le transport, comme les déchets, comme les transitions agricoles et alimentaires. Et donc, il y a une vraie volonté de ce travail de coopération, car je pense qu'aujourd'hui, la métropole ne peut plus être seule en face du reste du département. Et puis donc, le dernier point de la métropole, qui concerne là aussi directement Cardon Blanc pour le coup, c'est tout ce qui est mutualisation et dialogue avec les communes. Donc aujourd'hui, il n'y a que 3 communes qui n'ont rien mutualisé avec la métropole, toutes les autres ont commencé à mutualiser. L'objectif est que, à très court terme, au moins les 28 communes aient mutualisé le numérique. Donc il y a des nouveaux cycles de mutualisation qui sont lancés. Et d'autre part, je rappelle qu'à travers les CODEV et le FIC, la métropole travaille au quotidien avec les territoires de chacune d'entre eux, les collectivités qui la forment. Voilà, c'était assez rapide. Vous avez le lien qui vous permet d'accéder à l'ensemble du dossier, du document, avec de belles photos en prime. Si après il y a des questions très précises, éventuellement elles peuvent être prises maintenant. Sinon, je vais clore ce conseil municipal. Le prochain conseil municipal aura lieu le 26 janvier. Non, février. Pardon. 26 février. Oui, 26. 2025. Ah oui. Ah, 26, oui. Pas basculé. 2026. J'ai marqué 2025. Ah, d'accord. C'est pas très bon. Ça marche. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes